Bonjour, dans cette vidéo nous verrons comment résoudre l'équilibre d'un corps, d'un sous-système, soumis à trois forces. Jusqu'à présent, vous vous souvenez que nous avons résolu l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, par exemple son poids et le poids du sol, mais c'est la première fois que nous voyons un corps, si vous regardez l'image sur l'écran, un corps qui est soumis à trois forces, son poids, l'effet du sol et puis l'effet d'une corde à laquelle se tient la personne. Nous allons procéder de la manière suivante dans cette leçon, puisque nous savons comment obtenir la résultante de deux forces, nous allons résoudre l'équilibre d'un système de trois forces en obtenant d'abord la résultante de deux des forces, puis en appliquant les principes pour l'équilibre de deux forces que nous avons vus précédemment. Ici, nous avons une vidéo qui montre un homme qui se tient en équilibre sur le sol en se tenant à une corde. C'est clair que si l'on supprimait la corde, la personne tomberait parce qu'elle s'est penchée beaucoup trop en arrière par rapport à ce qui est possible. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Regardons maintenant le sous-système qui inclut cette personne. Ce sous-système coupe la corde, passe sous les pieds de la personne, entoure entièrement la personne, donc son poids, et nous avons comme force qui agit sur ce sous-système le poids G qui vaut 800 newtons de la personne. Un effort dans la corde, je pense qu'on peut tout de suite admettre que c'est un effort de traction que l'on dénote par T, et puis l'effet du sol, que je vais noter par S, mais on ne sait pas très bien dans quelle direction agit cet effet du sol. C'est justement ce qu'on veut voir aujourd'hui. Nous allons commencer à droite dans le polygone des forces avec le poids de la personne. La personne a un poids connu de 800 newtons. Et puis nous savons aussi qu'il agit sur ce sous-système l'effort T dans le câble. Nous pouvons donc obtenir très facilement dans le polygone des forces la résultante de ces deux forces, que l'on va dénommer RGT, c'est la résultante du poids de la personne et de la traction, et on obtient non seulement la résultante en amplitude, mais aussi son orientation. Ce que nous savons de la vidéo précédente, c'est que cette résultante doit nécessairement passer par l'intersection de la ligne d'action du poids et de la ligne d'action de la force dans la corde. Donc, par cet endroit ici. Je reporte maintenant la résultante avec sa direction dans le système réel. Ça, c'est la ligne d'action de la résultante. Et puis la résultante elle-même, elle agit ici. On l'a dénommée donc RGT. Dans notre système, il ne nous reste plus que deux forces maintenant. La résultante RGT et puis l'effet du sol S. Est-ce que ces deux forces sont en équilibre? Regardons. Qu'est-ce que nous savons pour que deux forces soient en équilibre? Eh bien, il faut qu'elles soient égales et opposées. Alors, on peut calculer l'amplitude de RGT, qui est un peu plus grand que 800 newtons, disons environ 900 newtons. Mais maintenant, il s'agit de savoir par où elle passe. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que pour que deux forces soient en équilibre, il faut donc que ces deux amplitudes soient égales, mais que aussi la ligne d'action soit la même. Alors, ça ne sera possible que si la force F a la même ligne d'action Je vais effacer les anciennes forces.
il faut maintenant que cette force S ait la même ligne d'action que la résultante, ce qu'on arrive à obtenir de cette manière. Et à ce moment-là, on voit dans le polygone des forces que cette force a la même amplitude que la résultante RGT, et pour que l'équilibre soit atteint, il faut que le polygone des forces soit fermé. Et à ce moment-là, la résultante, la somme vectorielle, est aussi nulle. Ce que l'on constate, en plus en regardant de nouveau le dessin à droite, c'est que ces trois forces, à ce moment-là, la force G, la force T et la force S, sont concurrentes en un point. Nous avons donc deux conditions pour l'équilibre, que la somme vectorielle soit nulle, que le polygone des forces soit fermé, et que ces trois forces soient concurrentes en un seul point. Avant d'aller plus loin, nous voulons regarder ce qui se passe si l'homme, en gardant ses pieds au même endroit et sans baisser ses mains, baisse son corps en pliant les genoux. Donc il fait descendre son centre de gravité. Qu'est-ce que ça change à l'équilibre? Bon, vous avez vu que dans la vidéo, j'ai quand même un tout petit peu bougé mes bras. Bon, c'est pas très grave, on peut imaginer que je ne les ai pas bougés. Et puis, pour simplifier le raisonnement, on va aussi admettre que la corde était parfaitement horizontale. Ce n'était pas tout à fait le cas, mais ce n'était pas très loin de ça non plus. En plus de l'effort dans la corde, nous avons comme force appliquée à ce sous-système le poids de la personne. Vous voyez que la personne, ici, elle est descendue, elle s'est baissée. Et puis, bien sûr, nous avons l'effet du sol sur la personne. Comment est-ce qu'on résout ce problème? On vient de le faire. On doit trouver d'abord l'intersection de la ligne d'action de l'effort dans la corde et de la ligne d'action du poids de la personne. Alors, je trace la ligne d'action du poids de la personne dans les deux systèmes. Et puis je trace la ligne d'action de l'effort dans la corde, donc horizontale. Et on obtient deux intersections. Comme la personne est soigneusement descendue en gardant son centre de gravité sur la même ligne d'action, les lignes d'action à gauche et à droite sont identiques et il n'y a pas de problème. C'est le même point d'intersection que nous avons là. Qu'en est-il pour les pieds? De même. Les pieds n'ayant pas bougé, l'effort sous les pieds S passe par le même endroit qu'auparavant. Regardons maintenant dans le diagramme de Cremona ce qui se passe. Donc nous avons ici le poids de la personne de 800 newtons. Nous avons la ligne d'action de l'effort dans la corde. Et puis, ou une parallèle bien sûr. Et puis, la ligne d'action de l'action du sol sur la personne. Bon, nous avons résolu notre problème, donc nous pouvons maintenant tracer la force du sol S et l'effort de traction T qu'on obtient. On voit que la personne était moins inclinée dans cette configuration qu'elle ne l'était auparavant, donc l'effort de traction T est plus petit qu'auparavant. Ce qu'on voit aussi, c'est que chacune de ces forces, dans le polygone des forces, est parallèle aux deux autres forces dans le système
réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un seul polygone des forces représente l'équilibre de ces deux configurations. Donc la personne a baissé son centre de gravité, mais tout le reste étant resté similaire, eh bien, les efforts sous les pieds, dans la corde et ainsi de suite sont restés les mêmes. On peut généraliser cette observation en disant que si on déplace une force, pas seulement une charge, sur sa ligne d'action, l'équilibre ne change pas. Donc l'équilibre et les efforts dans les éléments de la structure ne changent pas. Alors c'est très pratique, parce que c'est vrai que peut-être auparavant vous vous êtes posé la question, notamment je sais que ça arrive souvent lorsqu'on utilise l'appelette, est-ce qu'il est correct de placer la force avec la pointe du vecteur qui est au centre de gravité? Est-ce que je dois mettre la queue du vecteur au centre de gravité? Est-ce que je dois placer la force ailleurs? En fait, on voit maintenant qu'on peut placer cette force librement plus haut ou plus bas, même pas mal plus bas ou pas mal plus haut, dans la mesure où la ligne d'action passe par le centre de gravité, que la ligne d'action ne change pas, on peut faire glisser le vecteur comme il nous convient. Nous avons ici une configuration très similaire où l'homme, au lieu de tirer sur une corde, s'appuie devant lui sur une colonne. Il est clair que, encore une fois, sans la colonne, l'homme tomberait puisque la résultante de son poids est largement devant la position de l'action du sol sur la personne. Dessinons le sous-système correspondant, donc on passe juste sous les mains, puis sous les pieds. Nous avons, agissant sur ce sous-système, le poids G de 800 newtons. On a vu qu'on n'a pas utilisé vraiment la résolution, mais on peut l'utiliser à l'échelle graphique pour obtenir les divers efforts. Peut-être qu'on va le faire tout à l'heure. On va ensuite avoir un effort de compression qui agit de la colonne sur les mains, que j'appelle C. Et puis, toujours, l'effet du sol, dont on ne sait pas exactement où il est. En fait, on le sait puisque ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'il faut que la ligne d'action du poids, qui est ici, la ligne d'action de la compression dans les bras, et la ligne d'action de l'effort sous les pieds soit concourante en un seul point. Et là, on voit que j'avais assez bien dessiné ma force. Donc, l'effort S, je peux enlever le point d'interrogation. Construisons tout l'entier du polygone des forces pour cette personne à l'échelle. Donc, on met 800 newtons. On a un effort de compression. Bon, on ne sait pas jusqu'où il va, mais on peut tracer la ligne d'action. Puis ensuite, on aura l'effort sous les pieds. On connaît la ligne d'action. Et puis maintenant, pour que le polygone soit fermé, on peut le tracer précisément. Donc ça, c'est l'effort S. Et maintenant, on peut connaître l'amplitude de l'effort C. Alors, on va les lire à l'échelle. Il n'y a pas de problème. Ici, on a environ 38 mm, ce qui nous fait 380, 380 newtons. Et puis, ici, on a 900 newtons pour l'effort dans les jambes de la personne. Dans cette vidéo, nous avons vu comment résoudre l'équilibre d'un sous-système sur lequel agissent trois forces. Pour que ce sous-système soit en équilibre, nous avons vu qu'il faut que la somme vectorielle des trois forces soit nulle.
Nous avons vu en complément, et c'est une autre façon d'exprimer cette nullité, que le polygone des forces doit être fermé. Et puis nous avons vu que pour que l'équilibre soit possible, il faut que les trois forces qui agissent sur ce sous-système soient concurrentes en un seul point.